Je m'appelle Fernand Niquez. Je présente Galaxie des Bertrand. On vient du musée de l'imprimerie et de la communication graphique de Lyon. Et moi, je vais vous parler de l'imprimerie au XVIIIe siècle. Ça m'a changé toutes mes polices. Dommage, c'était en vaudeville. Oui, bon, tu n'avais mis que des polices. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler, non pas précisément de Marc-Michel Rey, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais plutôt de qu'est-ce qui se passait à cette époque-là dans les imprimeries. Alors, en fait, on parle de l'ancien régime typographique qui court de 1600 à 1800. L'imprimerie se développe partout. Elle sort des villes, elle gagne les campagnes, mais ça reste quand même un domaine très réglementé par des brevets. Il y a des monopoles d'impression accordés par des privilèges, donc ça vous le savez déjà. La censure est très forte. Et à cette époque, donc comme l'imprimerie se développe, le papier représente 90% du prix d'un livre. Et à ce moment-là, il y a une grande pénurie de chiffons et de matières premières pour imprimer. Donc en fait, l'imprimerie est un peu victime de son succès. L'ancien régime typographique, donc on parle du Garamond, des Garaldes, etc. Je vais revenir là-dessus. Mais on considère que le Romain du Roi, j'ai amené le Romain du Roi, le catalogue, on fait une exposition. Est-ce que ça vous parle, le Romain du Roi? Le Romain du Roi, c'est un caractère qui a été dessiné par Grandjean pour Louis XIV, et c'est le premier caractère typographique dessiné sur une base millimétrée à la règle et au compas. Alors là, on sort des caractères manuaires tels que les gothiques ou des caractères dessinés à la plume comme le Garamond, pour avoir des caractères plutôt qualifiés caractères d'imprimerie, avec, vous voyez, avec des décotes, etc. Il y a une recherche de perfection dans le dessin de la lettre. Alors je reviens au Romain du Roi, on n'est pas au 18e, mais ce dessin de lettre va influencer l'imprimerie, la typographie du 18e. Alors, au 18e, dans le monde de l'imprimerie, il y avait une tradition orale de maître à apprenti. Tout se faisait oralement. Il fallait vraiment montrer patte blanche pour être formé par un maître qui vous choisissait. Et c'est la fin de cette pratique purement orale. Et on va commencer à avoir les premiers manuels typographiques. Donc c'est la fin d'une transmission 100% orale. Ça commence à se dessiner. Et il y a un grand essor sur les ouvrages scientifiques et techniques, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Et là, j'ai amené la Déclaration des droits de l'homme qui accorde la liberté de la presse. Et très vite, la presse se développe et on voit que 166 journaux politiques apparaissent à Paris, dont 132 à Paris. Et on commence, il y a une contestation, une opinion publique qui commence vraiment à se faire sentir. Alors ça, c'est l'un des premiers ouvrages sur la science pratique de l'imprimerie. C'est le Fertel. Et on voit l'impression en deux couleurs, mais on est quand même dans des caractères de l'ancien régime. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Marc-Michel Rey, c'est tout la même chose. C'est bizarre parce que, probablement parce que ça se passe à Amsterdam, mais en France, on n'utilisait presque plus ces caractères-là. Donc ça ressemble quand même à ce qu'on a vu de Marc-Michel Rey, hein, point de vue mise en page, typographie, impression en rouge et noir, etc. Je peux avancer là. Ah,
n'avance plus. En fait, on essaye de faire le lien intellectuellement entre tous les arts et on déclare que la typographie, c'est un art, le dessin de la lettre, c'est un art, au même titre que l'architecture. On commence à parler d'architecture de la page et on commence à vraiment mettre plus de blanc dans les pages. Dans la page de titre précédente, c'était que du remplissage. Si un jour vous voyez par exemple le placard contre la messe, donc c'est l'affiche qui a déclenché les guerres de religion, en fait ça ne ressemble pas du tout à une affiche, c'est du texte, du texte, du texte. Et là on commence à se soucier des blancs, des marges, etc. Et on essaye de mettre des cotes pour une recherche esthétique qu'il n'y avait pas auparavant. Alors, en fait, lorsque j'ai préparé cette intervention, mon fil conducteur, ça a été de me baser sur les collections du musée d'imprimerie et me baser plus spécifiquement sur l'œuvre de Fournier. Fournier, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de matériel sur Fournier, que ce soit de l'impression, que ce soit de la typographie, des ornements, etc. Donc là, on a une copie du manuel typographique. Donc là, je l'ai emmené, il est en 3 volumes. Donc ça, c'est... Je cherche la page du titre. Mais bon, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux. Hop, oui. C'est pas, c'est une réédition. Hein. J'ai pas pu amener comme ça, mais on l'a. Il a été numérisé en 2005 par les moines de Saint-Mandry et Jacques André. J'ai donné à Thierry il y a 3 jours une partie des ornements justement pour composition, décomposition. Voilà. Donc moi, je me suis basée sur son travail et on va aborder le monde de l'imprimerie au XVIIIe à partir du papier, de la typographie, des ornements et des presses. Parce que en fait, tout est lié. Alors, le papier, c'est vrai que ça ressemble à rien, je me suis rendu compte. Mais en fait, ça ressemble à rien, j'ai un peu honte. Mais en vrai, c'est quand même beaucoup. Alors, auparavant, tous les papiers, donc là on est encore dans du papier chiffon, hein. Tous les papiers étaient vergés. Alors vergés, c'est qu'ils ont des vergures et des pontusos, c'est-à-dire quand on regarde par transparence, on voit des lignes verticales et horizontales qui correspondent à la forme sur laquelle vous avez mis la pâte à papier et qui reprend les modèles de la grille en quelque sorte. Et ce papier vergé, que j'ai beaucoup, était vraiment très beau, mais il y a eu une recherche d'une nouvelle typographie plus fine et ce papier vergé ne convenait pas vraiment. Et il ne convenait pas non plus à la taille douce. Voilà. Alors il y a eu une recherche, c'est John Baskerville, le premier qui a eu l'idée de fabriquer des papiers vélins, donc, qui rappellent le velin, qui sont très doux et lisses, c'est-à-dire quand vous les regardez par transparence, on ne voit rien du tout. Donc ça a été obtenu par une forme de papier avec des grilles très très fines. Et j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que John Baskerville, donc qui était anglais, a travaillé avec des papiers français, je ne sais plus, c'est Johanneau ou Montgolfier, quand même pour ses premiers papiers vélins. Alors, ce nouveau papier lisse a permis de réaliser des premiers caractères dits romains. Alors en France, on parle beaucoup des didos. C'est la même chose, hein. Romain ou dido, c'est la même chose. Auparavant, on est plus dans les Elzévir, les Garaldes, etc. Et on voit à travers l'Europe,
les premiers à utiliser ce caractère romain qui va balayer 250 ans d'hégémonie du Garamond, quand même. Alors, en Grande-Bretagne, il y a John Baskerville, qui était un fondeur, un dessinateur de caractère, qui a, on va dire que avant John Baskerville, on prétend qu'il n'y avait pas de caractère typographique typiquement britannique. C'est-à-dire tout était influencé par l'Allemagne, par les Pays-Bas, etc. Et lui, ça a été le premier à faire un caractère typiquement britannique. Du coup, Benjamin Franklin, en voyant ses beaux papiers vélins, son beau caractère, il a tout ramené aux États-Unis et en fait, tous les documents administratifs du 18e, etc., sont en romain aux États-Unis. Très vite, ça a gagné aussi l'Europe avec Bodoni. Donc il y a le musée Bodoni à Parme, je conseille d'aller voir, c'est fantastique, il y a toutes les anciennes collections, un peu comme Plantin Moretus, qui lui a... en fait, les Romains, que ce soit, vous voyez, c'est 4 fois des Romains, mais ils sont différents les uns des autres. On va dire que les Italiens, il y a plus de différence entre les pleins et les déliés. Il y a plus de contraste. En France, la famille Didot, Firmin Didot, et tout le monde connaît. Et moi, je vais vous parler de Pierre-Simon Fournier-le-Jeune. Alors, j'ai mis que c'était un pédagogue parce que non seulement il a fait fabriquer des caractères, etc., fantastiques, mais aussi il a fait des ouvrages pédagogiques pour expliquer tout ce qu'il faisait, il décrivait tout ce qu'il faisait. Et là, on a une image d'une imposition in octavo avec du 14 Fournier. Donc le 14 c'est le corps et le Fournier c'est la police. Alors je vais vous amener. Alors, vous savez ce que c'est qu'une imposition? Alors, il faut savoir que depuis Gutenberg, quand on imprime un livre, rien n'est imprimé page par page. La Bible de Gutenberg, c'est un livre in folio, c'est-à-dire quand vous avez une feuille à plat, c'est un in plano. Vous imprimez une affiche. Quand vous pliez en deux, in folio, pliez ensuite in quarto, etc. Donc Gutenberg, il a bien compris qu'en imprimant 2 pages à la fois, il allait plus vite. Et au XVIIIe siècle, les presses permettaient déjà d'imprimer 8 pages à la fois. Donc ça c'est ça. Alors je vous ai emmené là, je ne sais pas si j'ai assez pour tout le monde, mais vous faites passer. Hop. Alors ça c'est vraiment imprimé comme au XVIIIe siècle, avec des caractères de l'époque, des vignettes de l'époque. Le papier par contre c'est un verger. Mais c'est pas parce qu'il y avait du vélin qu'on n'utilisait plus le verger. J'en ai encore, hein. Alors ça, c'est une imposition du premier recto. Parce que une presse imprime les rectos. On laisse sécher normalement au moins jusqu'au lendemain. Puis on imprime le verso. Il ne faut pas faire recto, verso dans la foulée, ça va maculer, ça va s'abîmer. Alors ça c'est un cahier. Et ensuite on va le plier en laissant le premier folio devant soi. Et là vous pliez une première fois et vous allez faire un cahier in octave. Hop, comme ça, et comme ça. Et vous gardez avertissement préliminaire en première page.
Et on obtient un cahier. Alors ce cahier, il allait être ensuite assemblé avec d'autres cahiers suivants, si bien que le typographe, quand il prépare sa forme imprimante, son imposition, il veille à l'ordre du foliotage, c'est-à-dire la numérotation des pages. Et ensuite, ces cahiers seront brochés, c'est-à-dire cousus les uns aux autres. Alors, je vais vous montrer, en fait, c'est une imposition que j'ai refaite. Et je vous montre, en fait, voilà, ça c'est ça. Et on voit que c'est presque pareil, mais c'est une contrefaçon en quelque sorte. C'est ce que j'allais vous, c'est ce que j'étais en train de dire, vous alliez nous faire des forêts. Ouais, quand même, on voit, c'est un peu flagrant quand on a le modèle sous les yeux que c'est pas la même chose. Mais c'est parce que j'avais pas toutes les vignettes. Voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Hop. Vous voyez, ça paraît. Là, je pourrais pas le faire passer pour un vrai quand même. Hein. C'est du 14. Ouais. C'est du 14. C'est du 14. Ouais. Donc là, c'est bien un petit montage de différents ornements, typographies, des vignettes. Donc c'est vous qui avez fait le montage de la vignette. C'est moi qui ai tout fait. Oui, de la forme. Oui, la forme. Et de vignette. De toute la forme, oui, et cette vignette composée, vous avez assemblé. Oui, par rapport à ce que j'avais. Oui. Et en fait, par rapport aussi, parce qu'une fois que j'ai composé cette imposition, tout ce qui est dans la presse, en fait, c'est dans le parcours des collections, c'est à demeure. Donc tout ce que j'ai mis là n'est plus disponible pour quelque chose d'autre. J'ai mis des choses en calculant ce qui pouvait me rester ensuite pour que j'utilise pour d'autres interventions. C'est ça aussi. Parce que normalement, un typographe, il fait quelque chose, c'est imprimé, c'est redistribué et le matériel est disponible. Et là, je savais que c'était pour toujours. Donc, j'ai sélectionné ce qui n'allait pas me manquer. Et ça aussi. Alors, comment est-ce que on se rend compte de combien on dispose de presse dans un atelier et de caractères disponibles dans une case typographique? En fait, en étudiant la Bible à 42 lignes de Gutenberg pendant une quarantaine d'années, à chaque fois ça prend 40 ans comme... on s'est rendu compte qu'il avait entre 3 et 4 presses différentes. Donc Gutenberg, 1450, 3 ou 4 presses différentes. On se rend compte, alors chaque presse, les presses anciennes, c'est un système de pression plat et plat. Donc les presses en bois, de l'une à l'autre, ne pressent pas exactement pareil. Et on voit des différences de pression là ou là, et il faut chercher. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont estimé à 3 ou 4 presses. Ensuite, si vous repérez une lettre cassée à un endroit et que vous la retrouvez tant de pages plus loin, vous savez qu'au moins là, les lettres ont été rangées et vous pouvez estimer de combien de caractères dispose un imprimeur. Et je peux vous dire que pour composer ces 8 pages, il faut énormément de caractères disponibles. Et tout ça, ça ne peut pas être contenu dans une seule case. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cases pour composer une imposition inoctable. Après, s'il n'a pas assez de caractères, il va faire une imposition in quarto. Vous voyez, tout dépend du nombre de caractères dont il dispose. Mais tout ça, en fait, on s'en aperçoit grâce aux petits défauts, parce que un caractère, que ce soit 16e ou 18e, ce sont des caractères à empattement. Et ces caractères empattement, les empattements sont très fins, et c'est la partie qui s'abîme le plus vite lorsqu'on presse dessus.
Alors hier, on a discuté, on a dit combien de temps pouvait durer un bois gravé, etc. En fait, si l'imprimeur presse trop fort, première impression, il peut tout écraser. Bon, en général, une plaque de cuivre, il y avait quand même, mais il faut dire qu'à cette époque, l'imprimeur posait la feuille, on se motive pas tout à fait comme ça, mais comme ça. Donc il ne pouvait pas y avoir des problèmes comme il y a eu plus tard au 19e où la machine prend plusieurs feuilles en même temps et là, paf, trop de pression, tout s'écrase. À cette époque, il n'y avait pas encore ce genre de difficulté. Voilà, s'il te plaît. Alors, mais qu'est-ce qu'une garalde? Donc je vous ai dit que l'Ancien Régime, depuis le 16e, Renaissance, les caractères français par excellence, d'ailleurs ça reste aujourd'hui encore le garamond, emblème de la typographie française, c'est un caractère qui est dessiné à la plume biseautée, c'est-à-dire les empattements sont triangulaires. Alors, empattement, sérif, en imprimerie, on parle beaucoup d'empattement. Sérif, ce serait plutôt un mot anglais. Voilà. Et donc, cet effet de la plume biseautée, c'est la translation. C'est-à-dire, je dessine un caractère avec un outil qui donne la forme au résultat. C'est-à-dire que le caractère provient de l'outil. On voit la trace de l'outil. Et donc là, on est encore dans des choses, dans des styles liés à la calligraphie. C'est-à-dire la plume biseautée, c'est un outil de la calligraphie. Donc là, c'est un extrait du catalogue de Bernier Peignot. Voilà. Alors que les caractères romains ou dido, comme vous voulez, voyez, c'est plus droit. Voilà. C'est dommage, j'avais fait tout mon texte en bout de nuit pour qu'on fasse. Bon, c'est pas grave. Et donc là, on est vraiment dans la lettre typographique. À proprement parler, c'est-à-dire c'est un caractère qui est dessiné pour être une lettre fondue. Voilà. Et du coup, ces petits empattements très fins, bon là, celui-là, il rebite particulièrement, hein. Souvent, ça s'arrête plutôt là. On ne pouvait guère les imprimer sur un papier verger, c'est beaucoup moins... Plus le trait fin, si c'est une gravure ou un ornement, c'est pareil. Plus le papier est lisse, meilleur sera le rendu. Alors, qui était Pierre Simon Fournier-le-Jeune? C'était un graveur de poinçons et un fondeur. Il faut savoir qu'à l'époque, vous ne pouviez pas dire, bah, tiens, je suis graveur de poinçons et je vais imprimer. Alors même s'il avait hérité du brevet d'imprimeur de son père, il a voulu imprimer lui-même, mais en fait il a passé sa vie en procès avec les corporations d'imprimeurs. Et en fait il faisait tout son montage, et après il faisait tout traverser Paris, des pages montées en carrosse jusqu'à l'imprimeur, parce qu'il ne pouvait pas imprimer lui-même, il a été empêché d'imprimer lui-même. Il est le premier en France à écrire et publier sur son travail, et ça c'est vrai. Il souhaite réformer et uniformiser les caractères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fondeur faisait des caractères à la dimension qui lui plaisait. C'est-à-dire, en tant qu'imprimeur, vous ne pouviez pas dire, tiens, je vais prendre des caractères chez un tel, puis je vais prendre des caractères chez un tel. Ça ne marchait pas, ils n'avaient pas la même hauteur. Voilà. Et c'était un peu l'anarchie. Et lui, pour la première fois, bon, c'est un siècle de théorisation, il a essayé pour la première fois d'uniformiser, mais il a fait tout ça tout seul de son côté, le pauvre, personne n'a suivi. Mais il y a quand même cette démarche, et il veut se baser sur une unité mathématique. Parce que Gutenberg, quand il a fait son premier caractère, il n'avait pas du tout d'unité de mesure.
il a dit, pour économiser le papier, je vais mettre 42 lignes, et il a fait des caractères qui remplissaient 42 lignes. C'est un peu aléatoire, hein, ça ne correspond à rien du tout aujourd'hui. Mais c'est surtout la hauteur d'impression qui n'était pas compatible, et, surtout entre pays, mais au sein d'un même pays déjà. Aujourd'hui encore, enfin aujourd'hui, il y a encore quelques années, en typographie, parce que en typographie c'est fini, il y a des différences de dimension entre le matériel européen et le matériel anglo-saxon. Ce n'est pas compatible. Pas du tout, les presses n'ont pas la même hauteur, et c'est-à-dire que c'est très difficile d'imprimer simultanément des caractères britanniques ou américains et des caractères français ou italiens. Alors Fournier, il va créer de nouveaux caractères, mais il va aussi utiliser des anciens, et son style, en fait, c'est qu'il mélange un peu tout aussi. Il invente l'italique moderne. L'italique a été inventé par Admanus, au XVIe. Alors pourquoi l'italique? Est-ce que vous savez quelle est l'idée première de l'italique? Gagner de la place. Gagner de la place. Tout à fait. En fait, si un jour vous mettez une ligne en italique, vous allez voir qu'elle chasse moins et vous utilisez moins de papier que alors là, c'est son style rococo. Là, c'est un exemple un peu... Voilà, c'est force 10 de tout ce qu'il pouvait faire. C'est vrai que ça paraît un peu chargé, mais on voit... alors on dit que Fournier, c'est le Mozart de la typographie. Parce qu'en fait, il en met... c'est très, très pétillant de toutes ces petites vignettes et de tous ces caractères... un peu fantaisie déjà. Voilà. Hop. Donc, il avait 377 vignettes, celle-ci. Alors, l'origine des vignettes, c'est pas une affirmation, c'est une interrogation, viendrait des manuscrits arabes qui auraient été sauvés de Constantinople et emporté à Venise, et on se serait inspiré, donc Admanus serait le premier à avoir simplifié toutes ces arabesques et tout, et fait les premiers ornements typographiques. Interrogation, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Alors, il y a quelque chose que je voudrais préciser, c'est que l'utilisation des vignettes typographiques sont laissées au goût de l'imprimeur. Toutes les illustrations d'un livre sont décidées par l'éditeur, par le client, etc. Mais l'utilisation des ornements, c'est au goût, c'est la propriété de l'imprimeur. Ça, c'est important de le signaler. C'est lui qui va agencer. Évidemment qu'après, il y a un bon à tirer, mais... Alors, on reconnaît que ce sont des ornements, parce qu'en fait, un ornement, une vignette typographique s'utilise exactement comme un caractère. C'est exactement la même démarche. On va juxtaposer des choses, que ce soit une lettre ou un motif. Et en fait, ces choses rappellent la calligraphie, mais ne sont pas de la calligraphie. C'est-à-dire, à un moment donné, on voit où s'arrête un signe, où commence l'autre. C'est pour ça que votre logiciel interprète que c'est un signe là et pas là, parce qu'on voit qu'il y a une démarcation. Alors, les vignettes Fournier, on en a, enfin des vignettes, on en a, et je vous en ai mis quelques-unes. Alors, si vous voulez bien voir... Oui. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Ah ben, venez voir, si vous voulez, parce que là, c'est lourd. J'ai apporté des vignettes Fournier. Ce sont des vrais, hein. C'est un petit échantillon. Moi je l'appelle Andros. Nous on l'appelle le philosophe et Boris. Petit chérubin, voilà. Celui-là il est très emblématique, comme dans un soleil. Voilà.
qui amenait la feuille albine aussi. Et j'ai amené aussi des manicules. Bon, là, c'est. Bon, ça, c'est plus 19e, mais une manicule, c'est plus ancien que le Moyen-Âge. On a toujours eu des manicules. C'est très, très ancien. Voilà. Manchette. Ouais. Voilà. Donc, et lorsqu'on fait un montage, comme on parlait tout à l'heure, par exemple celui-là, on va mettre des petites choses autour. Ça, c'est des polygones. Oui. Ça, c'est 19e. C'est des rééditions de Beverly Finger. En fait, quand il y a un petit montage, vous voyez, on voit que ça, c'est pas la même taille que ça. Admettons. Hop. Eh bien, le typographe, il va poser les blancs tout autour pour caler pour que ça ne bouge pas. Non, les plombs, en plus moins. Les plombs, 85%. Le plomb est pas très résistant. Il y a la En fait, l'étain vient durcir et l'antimoine fait que ça tombe au fond du moule. Il y a le petit chérubin. C'est petit, mais ça c'est 24 points. Eh oui, c'est ça. Ça c'est 24 points. Là, il me semble que ça c'est 20, ça c'est 24, ça c'est 36, ça c'est 18. Oui. Alors, je vais vous parler rapidement des presses. Alors, au 18e, les presses ont peu évolué, c'est toujours des presses en bois avec. Donc là, l'imposition que je vous ai montré, elle est ici, avec le bras que on actionne comme ça pour faire descendre la platine sur la forme imprimée. Alors au 18e, c'est toujours, jusqu'au 18e, chaque impression, c'est 2 coups. On appelle ça des presses à 2 coups. C'est-à-dire, il faut faire un premier mouvement, la moitié de la forme, puis un deuxième mouvement, l'autre moitié. Parce qu'une platine en bois ne peut pas développer suffisamment de pression pour imprimer tout en même temps. Donc c'est des presses à 2 coups, c'est-à-dire un tirage, 2 coups. Voilà. Mais ce qui change au 18e, c'est que la visserie est métallique, alors qu'au 16e, la vis était en bois. Ça, c'est un facsimilé d'une presse de type 18e qu'on a pu faire refaire à un passionné britannique en 2006, qui s'appelle Alan May, et qui refabrique toutes les presses. Nous, on n'en a pas d'époque. Alors, c'est déjà un progrès, mais on est entre deux, on est encore dans des presses. Voilà. Donc, ça, c'est des extraits d'encyclopédie où on explique comment est réalisé. Bon, il y a beaucoup de planches détaillées sur le système de visserie, etc. Donc, c'est d'après ces plans-là que Alan May, justement, a refait. Alors, j'ai lu quelque part, c'est 2 sources sûres, que pour contourner justement cette impossibilité d'imprimer lui-même, Fournier aurait utilisé une presse à rouleau, mais j'ai trouvé aucune trace d'une presse à rouleau du 18e. Alors, j'avais trouvé une du 19e. Alors, on voit que le socle ici, il est en métal, et je suppose fortement qu'à l'époque, le socle était en bois. Mais ce rouleau, en fait, c'est comme une presse à épreuve du 19e et 20e siècle, permet d'imprimer rapidement. Et je pense qu'il tirait des épreuves lui-même pour relire avant de les envoyer à l'imprimeur. Parce qu'imaginez, envoyer ses compositions à l'imprimeur. S'il y avait une faute, il fallait que ça revienne, etc. Donc il a un petit peu contourné ces empêchements. Alors, au 18e, ce qui se développe, ce sont les presses privées, dites de cabinet. Donc, cette petite presse, elle est à peu près comme ça. Et c'est-à-dire que tout un chacun pouvait avoir
à domicile sa petite presse et faire ses propres impressions. Et beaucoup de gens aisés qui ont eu ça pour faire leur propre édition ou à loisir. Voilà. Alors donc, pour conclure, le 18e, c'est un siècle de rationalisation. On pose les bases un peu plus scientifiques, un peu plus documentées de ce qu'est l'art de l'imprimerie. Et en fait, on prépare déjà au 19e siècle à la Révolution. Et la Révolution industrielle, pas la Révolution française. Tu veux continuer? Non? En fait, Sybille. Mais Sybille, elle avait préparé. Oui, mais juste comme ça. C'est juste pour vous dire que nous, on utilise essentiellement des bases de données plutôt sur des papiers pour les filigranes. C'est le briquet en ligne, ça c'est un peu notre outil de base. Et on travaille sur d'autres bases de données sur les machines, Ex Machina, ou sur de la presse périodique. Une base qui est en cours de conception aussi, Gazeta. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément numérisé tous nos documents. Et notre base des collections n'est pas actuellement accessible en ligne, mais on travaille sur une interface publique prochainement. Donc ça pourra aussi alimenter éventuellement. Des poinçons, des ornements Non. Alors, je vous ai fait des petites cartes postales avec des ornements typographiques, recto verso, tout composé et imprimé à la main par moi.